Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV2. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI. Mais passons dès à présent à un sommaire détaillé de cette édition. Au sommaire de cette édition, nous commencerons par les dernières infos d'ODH TV. Dans le courrier des ODH Notes, c'est Bruno Botta et Anne Duguy, groupe d'ufologues indépendants, qui y répondent. Dans la rubrique Culture OVNI, vous allez retrouver Rémi Fauchereau, président de l'Association d'études des phénomènes aériens, mais également membre du SAU et reporter d'ODH TV du département de Lyon et les départements limitrophes, qui va vous parler d'un documentaire allemand sur l'ufologie. Dans la question de l'édition, c'est Jean-Louis Lagneau, ufologue et directeur de la revue LDLN ou Lumière dans la nuit, qui y répond. Puis nous passerons à l'actualité des émissions de radio FM, Zone Parallèle et la Zone Insolite. Cette rubrique vous est présentée par Jenny T, co-administratrice d'ODH TV. Et nous finirons par le dossier de cette édition, donc la troisième partie de l'hypothèse militaire, où nous aborderons quelques cas d'observation d'OVNI, les méprises, mais également les rumeurs, avec les interventions de nombreux ufologues et veilleurs. Mais passons dès à présent aux infos d'ODH TV. Je tiens à vous informer la réouverture du compte Instagram d'ODH TV. Dessus, si vous êtes abonné à ce compte, vous serez informé des prochaines vidéos publiées sur ODH TV Archives, ODH TV 2 ou même sur la page Facebook d'ODH TV. Vous serez également informé des différents événements, les futures conférences s'il y en a d'autres, si la pandémie et toute cette histoire est finie. Et bien sûr d'autres choses en rapport avec les rendez-vous d'ODH TV aussi qui reprendront le jour où la vie reprendra son cours d'avant. Je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, je vous donne le lien affiché en dessous de cette vidéo. Donc le nouveau compte Instagram ou réouverture du compte ODH TV sur Instagram. Toujours une question de Jean-François. Oui. Est-ce que tout pays devrait avoir un sceau? Oui, ça c'est primordial. Il y a la Suède qui a aussi un sceau, et il faudrait que tous les pays du monde aient ça. Enfin, les gros pays en tout cas, ils peuvent se permettre. Que les archives c'est très important. Oui, il faudrait même qu'il y ait une place particulière qui soit donnée à ces archives au niveau national. Oui, Et c'est dommage parce qu'il y a des archives qui sont gardées par exemple par la gendarmerie ou par le GEPAN. Mais il n'y a pas un lieu qui soit vraiment un lieu ouvert à la consultation, aux chercheurs, aux étudiants. un lieu qu'on puisse accéder facilement pour tout le monde. Ouais. C'est ça qui manque. Avec un fond à la fois média, multimédia, Oui. de films, de vidéos, de photos et d'archives. Nos amis de l'association OVNI Languedoc viennent de sortir le numéro 14 de Logosphère, donc édition de ce mois-ci. Vous pouvez le télécharger sur leur site internet gratuitement sous le format PDF. Donc allez-y, téléchargez-le, ça vaut le détour. C'est quand même un magazine publié par une association, ce qui est rare de nos jours. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle édition de Culture OVNI, la rubrique de l'émission Matin OVNI. Culture OVNI, c'est l'actualité des livres, des sorties de films, les conférences à venir, avec
notre ami ufologue et reporter de DHTV, Rémi Fauchereau. Bonjour Rémi. Bonjour Gilles. Alors aujourd'hui, tu vas nous présenter un DVD ufologie allemande. Oui, c'est Außerirdische. C'est un DVD qui traite du phénomène OVNI et de la vie extraterrestre. Voilà. Le problème, c'est qu'il est en allemand, hein, bien sûr, il faut connaître la langue allemande. Et je crois qu'il est paru sur une chaîne Discovery. Là, tu as un peu regardé, est-ce qu'il y a, oui, il y a des témoignages qu'on connaît non, ou c'est des ufologues allemands? C'est plus orienté sur la... Il y a quelques ufologues allemands. C'est plus orienté sur la vie extraterrestre hein, que les ovnis. Plutôt que les ovnis. Il y a un peu... Bon, là, vous avez sur cette jaquette-là, vous avez la forme de... Vous avez des nuages. Et puis vous avez à la fois une forme sombre, c'est très sombre, on a du mal à deviner, mais il y a une soucoupe volante là qui est dessinée, la soucoupe volante traditionnelle. Et puis derrière aussi vous avez des... C'est sur les méprises hein, avec les nuages ou les choses comme ça, il parle aussi des méprises et tout ça, mais c'est surtout sur la vie extraterrestre en général. Un petit peu sur les ovnis, mais surtout sur la vie extraterrestre. Merci Rémi. Regardons dès à présent les sorties de livres de ce mois-ci. Je tiens également à vous signaler la sortie récente de cet ouvrage, OVNI, un enquêteur de terrain témoigne, 40 ans d'ufologie. Que penses-tu de l'ufologie d'Internet? Alors, il y a deux types d'ufologie sur Internet. Il y a l'ufologie que je dis à peu près même sérieuse. C'est surtout les gens que je connais. Voilà. Moi, je fais sur Internet, je fais confiance aux gens que je connais. Par exemple, si je reçois des vidéos de gens que je connais, ça me laisse pas perplexe. Quand je regarde les reportages de gens que je connais, je suis tout à fait d'accord de pouvoir regarder tout ça. Après, il y a trop de choses sur le web qui sont des bêtises. Et on voit très bien que c'est des montages. Et ça défavorise, nous, le travail qu'on essaie de faire pour faire connaître l'ufologie. C'est le genre de choses qui sont faites alors, de manière intentionnelle ou de manière comique, parce que c'est deux choses différentes. Parce qu'il y en a des gens qui font des montages pour faire des choses comiques, pour se moquer du phénomène. Mais il y en a d'autres qui font des montages, des faux montages, des fakes, pour se moquer du phénomène, mais tout en ayant dans l'idée perverse de casser aussi le travail des ufologues sérieux. Et ça, tu vois, dans le web, c'est tout ce qu'on retrouve. Et malheureusement, on pourrait s'appuyer sur le web pour faire des choses sérieuses, mais c'est un peu difficile de faire accepter le travail qu'on fait là-dessus. Je tiens à rappeler que les émissions Zone Parallèle ne traitent pas que d'ufologie, mais aussi de phénomènes paranormaux, des faits insolites et étranges, des conspirations et de cryptozoologie. C'est une émission québécoise qui est diffusée les samedis, de midi à 14h, soit en heure française de 18h à 20h. N'oubliez pas également la petite dernière, Zone Insolite, diffusée juste après de 14h à 16h au Québec, donc de 20h à 22h pour la France. Cette émission est animée par plusieurs animateurs défilant les uns après les autres au cours des mois à venir. Avez-vous écouté Zone Parallèle et qu'en pensez-vous? Ah bah moi j'adore. Moi je suis régulièrement l'émission de Carole Lozé. Et j'ai plein d'infos nouvelles. Et je veux que ça dure le plus longtemps possible. C'est bien. Moi je suis toute nouvelle dans tout ça, donc je connais pas toutes les émissions encore. Oui. Je te le Mais conseille. je vais écouter. Je te le conseille, Anne, Ouais. de regarder. Passons dès à présent à la troisième partie, le dossier. En 2020, je vous ai partagé 2 éditions de Matin OVNI qui portaient sur une hypothèse en ufologie qui est l'hypothèse militaire. Cette fois-ci, nous allons aborder les cas d'observation d'OVNI ou d'OVI proches de bases militaires en France, mais également en Belgique, animés par des enquêteurs, des chercheurs de ces secteurs-là.
Ils vont ainsi vous détailler encore plus cette hypothèse militaire qui, comme diraient certains, pourrait être la plus abordable en ufologie. Mais passons dès à présent à cette partie 3. Pour commencer cette troisième partie de l'hypothèse militaire, voyons dès maintenant le plan de ce dossier. Dans une première partie, Gilles Durand va vous partager ses avis autour des observations d'avions fantômes. Dans une deuxième partie, nous aborderons quelques cas d'observation d'ovnis ou de PAN proches de base. Puis dans une troisième partie, les méprises et rumeurs. Mais commençons tout d'abord par l'intervention de Gilles Durand du SAU, Sauvegarde et Conservation des Études et Archives Ufologiques, qui va vous présenter ses avis quant aux avions fantômes. Dans les années 30, c'était les avions fantômes. Sauf que ce sont certainement des avions tout simplement. Mais, en Corse, en Scandinavie, peut-être que les avions ne volaient pas si vite que ça en Scandinavie. Parce que là, on voit des avions qui volent très vite, hein, alors qu'à l'époque, on prétend qu'ils ne volent pas aussi vite que ça. Mais moi qui suis un grand lecteur d'une revue qui s'appelle le Fana de l'aviation depuis 1973, et j'ai toujours acheté tous les mois depuis. Donc il y avait des articles justement sur l'aéronautique des années 30. Il parlait donc de l'aviation italienne qui était beaucoup plus en avance que l'aviation française dans les années 30 et que donc il y a eu un trimoteur italien qui a fait une sorte de tour d'Europe, je ne sais plus exactement, je ne veux pas dire de bêtises non plus. Enfin bon, il est passé par la France et il fallait que des avions militaires français l'escortent. Les avions militaires français les plus puissants de l'époque n'arrivaient pas à le suivre. Alors que lui, c'était un bombardier trimoteur. Et les autres, c'était des chasseurs. Ils n'arrivaient pas à le suivre. Imagine. Il faut savoir que dans les années 30, l'Allemagne nazie, l'Allemagne avait interdiction de construire des avions militaires par le traité de Versailles en 1919. Donc, ils ont trouvé un subterfuge. Ils sont allés créer des filiales de toutes les grandes entreprises d'aviation dans les pays scandinaves, entre autres, dans les pays baltes. Et par exemple, le Stuka a été testé en mer Baltique. Et non pas en Allemagne, dans les eaux donc, territoriales, en dehors des eaux allemandes. Peut-être en eau internationale. Voilà. Donc, il y avait plein d'avions très rapides, Messerschmitt et compagnie, qui étaient testés dans ces pays, en dehors de l'Allemagne, hein, parce qu'ils seraient contrevenus au traité. Dans les années 30, début des années 30, ils allaient dans des endroits neutres, comme la Suède, donc pour tester des avions qu'ils n'avaient pas le droit de tester sur leur territoire. Et ces avions ont pu donner, si tu veux, être l'objet de confusion, quand on des avions fantômes, des avions étranges, mystérieux. Donc en fait, c'était juste des avions qui étaient testés par les Allemands. Alors ils n'avaient pas peur parce qu'ils testaient ça sur un territoire étranger. Ça serait cassé la figure, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Hein. Et le Stuka a été donc testé en mer Baltique. Et il y a un ou deux témoignages d'avions fantômes donc scandinaves en 1934 où les gens voient un avion piqué à la verticale vers la mer, puis ensuite se redresser comme ça. Bah, c'est le Stuka. Parce que c'est un avion c'est un bombardier en piqué. Hein. En France, on avait le même, mais bon. Passons dès maintenant à la deuxième partie de ce dossier. Nous allons aborder à présent quelques cas d'observation d'OVNI ou de PAN sur ou proche de bases militaires. Quant à la carte que vous pouvez voir actuellement en image, elle provient de la base de données de l'étude géo-ufologique d'ODH-TV avec le paramètre militaire. Je me trouve actuellement sur la darse militaire d'Amé,
parallèle à la Meuse, avec à ma gauche la base qui est très polyvalente puisqu'elle abrite en son sein différentes sections, dont une section de décontamination chimique bactériologique, mais aussi le génie qui fabrique des ponts, différents bâtiments militaires, etc., mais aussi une grande section de logistique, puisqu'ici cette base abrite de nombreux véhicules militaires. Cette base n'a pas fait l'objet directement d'observations de type OVNI. Par contre, de nombreux témoins qui se situent dans la région, qui ont observé ces phénomènes étranges, ont vu des triangles et autres phénomènes survoler cette base en direction de la centrale nucléaire de Tihange ou d'autres points de la vallée. Elle fut donc survolée par différents phénomènes, mais aucun rapport n'indique que cette base a été survolée volontairement. Dans le département des Landes, le 7 avril 1975, aux environs de Dax, des militaires en faction dans les guérites autour de la base de pilotage d'hélicoptères ont observé un objet elliptique de forme floue à une hauteur de 5 mètres du sol, qui bouge, prend de l'altitude en se déplaçant de façon irrégulière. Elle émet des faisceaux lumineux blanc-jaune vers le bas, mais n'éclairant pas le sol et s'éclairant par groupe de 2 ou 3 de façon irrégulière. Le dispositif d'éclairage halogène de la base s'est éteint et les liaisons par téléphone de campagne électrique à pile ont été coupées. Quand j'étais à l'armée, il y a eu, donc j'ai fait mon armée d'octobre 75 à octobre 76. Je sais que au printemps 75, sur le terrain de sport du régiment où j'étais, il y a eu apparemment une observation rapprochée, qui n'a jamais été divulguée par les gens qui me parlaient, qui n'étaient même plus les témoins, parce que ils étaient, si tu veux, d'un autre contingent. C'est les gens qui étaient les témoins étaient partis, ils avaient fait leur année, donc c'était des témoignages indirects. J'ai jamais eu vraiment de détails. Moi, aujourd'hui, je penserais plutôt que c'est un hélicoptère qui s'est posé sur un terrain de football, parce que c'est bien plat, tu vois, il n'y a pas d'obstacle. Mais bon, ça, je ne peux pas non plus dire ça, parce que j'étais pas là quand ça s'est produit. Mais bon, disons que c'est dans une enceinte militaire. Voilà. Ou enfin, proximité, c'était pas complètement dans le régiment lui-même, c'était à côté. Mais ça appartenait. C'était l'équipement sportif. Dans le département Maine-et-Loire, le 25 mars 1980, dans la soirée, une quinzaine de militaires du camp de Gaulle observèrent un objet plus gros qu'une étoile et émettant en permanence un rayon lumineux de couleur jaunâtre, d'une intensité exceptionnelle. Alors, Carpien, c'est un camp d'entraînement pour les cuirassés, c'est-à-dire pour les chars. Voilà, je ne dis pas que c'est l'équivalent du camp de Canjuers, dans le Haut-Var, mais c'est quand même un camp militaire d'entraînement pour les cuirassés, les blindés, les chars, plus simplement. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de cas dernièrement. Après, je crois qu'il y avait aussi une observation qui avait été faite aussi, comme une sorte d'entité, qui avait été vue. Alors, le camp de Carpien surplombe Cassis et surplombe les calanques de Cassis. Voilà. C'est magnifique. En plus, comme coin, il y a... Il y a eu des observations au-dessus de Mourmelon, au-dessus de Mailly-le-Camp, enfin bon, voilà, de Suippes. Bon, quelle est l'importance qu'il faut donner à ces cas-là? Je ne sais pas. Ça me paraît pas spécialement extraordinaire, ni plus. Peut-être que on peut s'y attacher pour des raisons justement d'espionnage ou des raisons de lieux stratégiques, mais ni plus ni moins, quoi. Un ovni au-dessus de Notre-Dame de Paris, est-ce que c'est pas aussi important qu'au-dessus du plateau d'Albion? Voilà. L'observation qui va suivre n'a pas été prise en compte pour l'étude, car il se peut que le phénomène observé soit beaucoup plus loin de la base militaire. Ainsi, en Haute-Vienne, le 10 avril 1953, un officier de l'armée de l'air affirme avoir vu durant 8 minutes un point lumineux rouge parcourir en aller-retour un déplacement apparent de 45 degrés. Il avançait selon une ligne brisée, dont les angles mesuraient environ 15 degrés, changeant de cap toutes les secondes. Puis la lumière accomplit un virage de 180 degrés et s'éloigna sans bruit ni traînée. L'observation s'est faite au niveau de l'entrepôt 603 et il y aurait eu 2 autres témoins. Je vais raconter une petite anecdote, c'est que près de chez moi, il y a une zone
où il y a des hangars, etc. Et c'est un endroit qui est super sécurisé. Pourquoi il est sécurisé? Parce que c'est simplement un dépôt d'explosifs. Mais il y a eu des observations d'OVNI à proximité. Et quand on a remarqué cette zone, eh bien, elle paraissait étrange. C'était clôturé, c'était en forêt, des hangars en forêt, en plus il y a des souterrains en dessous, etc., etc. Donc automatiquement, on a pensé que c'était quelque chose d'intéressant d'un point de vue ufologique ou militaire, quelque chose, il y avait quelque chose de secret derrière. Et en fait, au final, non. C'est simplement le fait qu'il y a eu des observations autour et que la zone, eh bien, nous faisait penser à une autre zone secrète qui était déjà en lien avec les OVNI, qu'on connaît par exemple comme la zone 51 ou autre chose, ou le plateau d'Albion, ce qu'on veut. Passons dès maintenant à la troisième partie de ce dossier. Nous allons aborder à présent les OVI et méprises, donc OVI, objets volants identifiés, provenant souvent d'exercices militaires. Une série de photos qui est très connue, qui est en rapport direct avec l'hypothèse militaire, ce sont les photos de Saint-Vallier-de-Thiers dans les Alpes-Maritimes, photos qui ont été prises par un astronome amateur en 1974, au mois de janvier. Et ces photos ont fait la couverture du premier livre de Jean-Claude Bourret, La nouvelle vague des soucoupes volantes. Ça a été repris un peu partout dans la presse. Ça a été repris même à un moment donné. Cette photo apparaît en couverture d'un numéro de Ciel et Espace. Faut pas l'oublier, ça. Et il s'avère qu'après enquête, cette série de photos ne représente qu'un ensemble de fusées à parachute qui avaient été tirées du camp de Canjuers, qui se trouve dans l'axe de la photo, au-delà des montagnes, et qui est un camp spécialisé donc dans les tirs de toutes sortes, entre autres les séances d'essais de tir de chars, de certains missiles, etc., de petits missiles, sol-sol. Et là, en fait, pour éclairer le terrain de manœuvre, si j'ose dire, dans cette soirée de janvier 1974, les militaires ont tiré un certain nombre de fusées à parachute. Et les dites fusées à parachute ont été observées depuis la terrasse d'un pavillon de Saint-Vallier. Et cette personne, cet astronome amateur, a tiré une série de 5 ou 6 clichés. Et qui ont bien servi dans la presse ensuite. Et encore aujourd'hui, par endroits, on considère ces photos comme authentiques, enfin, comme représentant une série d'OVNI, voilà, donc une formation d'OVNI, alors qu'en fait, il s'agit purement et simplement d'une manœuvre militaire pour lequel on a eu besoin de tirer des fusées à parachute. Voilà. Car il y a souvent des observations de phénomènes dits lumineux, que les témoins n'arrivent pas à identifier et qui après enquête s'avèrent être des hélicoptères militaires, des avions de chasse ou alors tout bonnement des bateaux aussi, des drones ou bien d'autres choses. On a vu par exemple, la vidéo elle est sur une cassette VHS, mais en 91 quand on était en Angleterre, j'étais déjà reparti avec toute ma famille, mais Bruno Maric, Gilles Munch et Thierry Pavilly qui étaient restés. Et donc on était dans très près, là où on était, où il y avait le gîte, on était assez près du secteur militaire interdit, hein, la Restricted Area, donc la zone limitée, interdite. Et donc il y avait un entraînement de nuit. Alors je ne sais pas si ça doit être du troupeau au sol. Ils ont balancé des fusées à parachute. Donc la fusée à parachute, le principe, c'est que c'est du magnésium, normalement. Pouf, tu tires la fusée. Elle arrive à une certaine altitude. Tu as un parachute qui se déploie, elle redescend doucement. Tu vois. Et donc elle éclaire très vivement parce que c'est du magnésium. Et ils en ont lâché plein. Et sur la vidéo de Gilles Munch, à un moment donné, parce que quand ils ont commencé, ils ont vu ça, il a été chercher sa caméra, il l'a posée sur pied, il a commencé à la filmer. Il a filmé pendant 1 heure et quelques, hein, carrément.
Et à un moment donné, il y a plusieurs fusées à parachute qui forment carrément la Grande Ourse. Mais je suis sûr que tu dois pouvoir prendre les mesures, c'est exactement la Grande Ourse. C'est incroyable. Mais ça dure quelques secondes. Après, il y en a une qui descend plus vite que l'autre, une qui s'éteint, et puis voilà. Comme quoi, ces formes que les gens, dont les gens s'imprègnent, et autour duquel ils forment un objet, qui sont en fait que des lumières indépendantes, dans la pareidolie, quoi. C'est-à-dire, en fait, on croit voir quelque chose dans quelque chose. Quelque chose d'autre que la réalité. Alors, on interprète ce qu'on voit et on lui donne une forme physique solide. Tu vois ? Avec toute la culture populaire autour de l'ufologie, les séries TV, les films, il y a souvent des histoires qui se passent dans ou à côté d'une base militaire secrète, et cela peut influencer ou même créer des rumeurs. Puis voilà, puis par exemple, il n'y a pas que la science-fiction qui a joué non plus. Quand tu regardes l'avancée technologique militaire, bah, tu te rends compte que par exemple, quand les avions furtifs triangulaires sont sortis, bah, tu as les témoins qui ont commencé à signaler des ovnis triangulaires, et ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant, ça n'explique pas tout non plus. Je dis pas que les témoins ont affabulé ou ce qu'ils ont vu, c'est des avions furtifs, mais il y a eu une influence, quoi. Beaucoup de passionnés d'OVNI disent que le plateau d'Albion, la base du plateau d'Albion, est la zone 51 française, car il y a des observations d'OVNI à côté. Ce genre d'affirmations ne sont que des rumeurs, ne sont que des spéculations. Vous avez devant vous, cher monsieur, le type qui était avec les top niveaux des gens de l'aérospatiale, et ce genre de l'aérospatiale, tous les mois, il allait à Albion pour vérifier que le M51, qui était la charge qui devait exploser au-dessus de l'URSS, si ça devait exploser, il vérifiait toutes les procédures et si ça fonctionnait. Donc il était en relation avec plein de gens du plateau d'Albion qui avaient la responsabilité de la mise à feu des fusées du plateau. Et ce monsieur, qui est un ami à moi, m'a mis en relation avec ces gens, à la période durant laquelle on prétend qu'un ovni a survolé le plateau d'Albion. Il y a même un réalisateur, producteur d'une émission de la 3, qui a recueilli un témoignage d'un mec du plateau d'Albion qui raconte qu'au bar du plateau, il parlait des ovnis en disant que les silos, un jour, s'étaient ouverts et qu'il fallait quitter le bar pour ne pas entendre parler d'ovnis, on ne parlait que de ça. Et j'ai demandé aux mecs qui étaient responsables de tous ces trucs, mais ils rient, ils s'esclavent de rire par rapport à tout ça. Ils disent, mais vous vous rendez compte, quand on ouvrait les plateaux, on ouvrait les silos pour faire des vérifications, etc., mais il y avait un escadron de gardes mobiles, il y avait toute l'armée de l'air qui était impliquée. Si un ovni avait survolé le plateau à 3h du matin avec implication, et il disait qu'il y avait plein de gendarmes mobiles qui s'étaient déplacés, mais tout le monde en parlerait, tout le monde l'aurait su. Nous, à notre niveau de haute responsabilité, on l'aurait su. Ça n'a jamais existé. C'est du... Mais les types, j'ai enregistré tout ça, hein, après j'ai travaillé autour. J'ai classé ça dans les rumeurs françaises. C'est du pipeau. Il y a aussi ceux qui pensent que toutes les bases militaires, ce sont des bases militaires où il y a fatalement des souterrains avec des petits grilles, ou alors qu'il y a un complot derrière, des avions expérimentaux, etc. Mais c'est incroyable ce qu'Internet a pu générer comme fake, comme canular, comme hoax. Vous avez eu différents avis d'ufologues, de chercheurs, de veilleurs de n'importe quelle tendance autour de l'hypothèse militaire, de par l'épisode 1 diffusé en octobre 2020, la partie 2 diffusée en novembre 2020, et maintenant celle-ci.
Il y a encore bien des choses à dire au sujet de l'hypothèse militaire. Donc il faut faire toujours attention à ça, parce qu'en ufologie, déjà il y a toutes les hypothèses qui vont avec, et qui nous influencent aussi, mais en plus il y a les endroits, la manière de penser, de sentir les choses qui influencent. Je tiens à vous signaler qu'il se peut qu'il y ait une sorte de suite à ce dossier sous forme de complément d'information à l'avenir. Pour celles et ceux qui s'intéressent à l'hypothèse militaire, je vous invite à consulter régulièrement l'actualité des différentes armées du monde, des différents projets, etc. Faites aussi très attention, comme il y a eu dernièrement avec le projet de la flèche ou de Arrow, cette espèce d'engin en forme de flèche qui vient de Singapour, qui n'est en fait qu'une maquette. Il faut faire très attention lorsque vous voyez une information, de bien différencier une vraie photo à une illustration ou une image en 3D. Car j'ai vu dernièrement que certains avaient été faussés par cette actualité et il faut toujours vérifier à la première source qui en a parlé pour la première fois. Car dans le domaine militaire, tout comme dans le domaine civil, ne vous fiez surtout pas aux apparences. Elles sont généralement trompeuses. Donc vérifiez toujours les sources. Et donc c'est comme une phrase que je dis souvent, il ne faut pas se laisser influencer, parce que parfois nous voyons des choses que l'on croit être, mais ce n'est pas ça du tout. Quelques secondes avant, il était sur Brasparts. Et ici donc nous avons la rade de Toulon. Car il y a eu des signalements d'observation non loin, notamment de la base d'Orange Caritat, qui n'est pas très loin de là, à vol d'oiseau. Donc plein de sites, le radar de l'OTAN qui a été survolé par un OVNI en 2013 ou 2012, voilà, par une boule lumineuse. Donc il y a beaucoup de choses. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de Matin OVNI. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont intervenues dans celle-ci. Je tiens à remercier les membres de l'équipe d'ODH TV, les partenaires proches et vous autres, ODH Note. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Dans d'autres éditions, nous aborderons également d'autres hypothèses en ufologie, comme l'hypothèse socio-psychologique, qui est surtout une hypothèse ufologique. Mais ceci est une autre histoire. Donc je vous dis à très bientôt sur ODH TV 2. Au revoir.